Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous allez nous regarder. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Dominique Réjon. C'est une autrice qui vient de sortir un dernier ouvrage, L'enfant du silence. Pendant l'heure qui nous est consacrée, on va chercher à mieux la connaître, mieux connaître Dominique Réjon et mieux comprendre son ouvrage, son dernier ouvrage, L'enfant du silence. Dominique Réjon, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, j'en suis honoré. Je pose la même question à tous mes invités. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose? Pas forcément, j'attends les vôtres, ce seront les meilleurs. Alors la première, c'est qui est Dominique Réjon? Dominique Réjon, c'est moi. Mais encore. Alors, je suis du haut de mes 69 ans, bientôt 70, j'en suis très fière. Je suis né à la Martinique le 14 octobre 1956 et j'ai bourlingué et me voici aujourd'hui en train d'essayer de reprendre mes marques à la Martinique. Alors, j'aimerais en savoir davantage. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Alors, j'ai 2 beaux enfants qui ne veulent plus que je dise que j'ai des enfants. Ils disent qu'ils ont grandi, donc ce sont des adultes. Alors, ils restent toujours vos enfants? Ils resteront toujours mes enfants, parce qu'on prend perpète, il faut savoir. Hein. Oui. Alors, Vanessa et Dimitri. Alors, Vanessa a quel âge? 46 ans. Et Dimitri? 44. D'accord. Ça a été facile de les élever? Ça a été difficile? Je pense que ça a été très facile parce que c'était un souhait profond et sincère. Je voulais vraiment avoir des enfants et ce sont les enfants qui ont donné du sens à ma vie. Donc les éduquer m'a permis de jouer, de grandir dans un autre contexte que celui dans lequel j'ai grandi. Donc pour moi, c'était la plus belle chose qui me soit arrivée. D'accord. Vous avez aimé votre rencontre avec leur papa? Oui. C'est aussi une belle chose. Oui, peu importe les écueils, mais je dirais que non seulement... Alors, il y a quelque chose qui me charmait en lui, c'était la couleur de sa peau. Je voulais des enfants bien noirs, bien beaux comme lui, je voulais des enfants qui lui ressemblent. Donc, j'ai eu 2 beaux enfants qui ne lui ressemblent pas. Alors, oui, peut-être Vanessa. Mais oui, c'est ce que je voulais, des enfants comme lui, et j'étais très amoureuse de lui. Et je suis comblée par les 2 enfants que j'ai pu avoir de lui. Vous êtes aussi autrice, écrivaine. Vous avez 3 livres à votre actif. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire pour la première fois? J'écris depuis très longtemps. J'écris depuis mon plus jeune âge. Mais du haut de mes 69 ans, évidemment, si j'avais conservé tous les écrits que j'avais depuis faits, je ne sais pas où je les aurais casés. J'ai écrit L'enfant du silence parce que j'avais besoin d'aller mieux. J'avais une souffrance. Donc c'est une thérapie? C'est une forme de thérapie. J'avais une souffrance en moi que j'avais besoin d'exorciser. Et d'ailleurs, le papa de mes enfants est tombé de haut parce qu'il me dit « Mais tu n'as jamais dit ça ?» Je lui dis « Mais je ne l'ai jamais dit à personne. » Mais j'ai eu besoin d'écrire pour arrêter de me réveiller en sursaut, pour arrêter de suer, pour arrêter d'avoir peur et puis pour arrêter d'avoir mal. Donc je l'ai écrit. Aujourd'hui, vous vous sentez mieux? Je vais de mieux en mieux. Depuis que j'ai pu prendre la parole dans le cadre des rencontres de la Civise à Paris. Donc j'ai pu prendre la parole. Bon, j'avais du mal à m'exprimer parce que je pleurais beaucoup en dévoilant tout ce qui était au fond de moi. Et depuis, ils m'ont mis en confiance, ils m'ont bien fait comprendre que ça n'était pas de ma faute, que je n'étais pas responsable de ça, que j'étais juste une victime et que de le dire permettait aussi de ne pas culpabiliser et de ne pas poser la faute était celle de mes bourreaux et pas la mienne. Donc c'est cette enfance chaotique, malheureuse, qui est un peu le fondement de votre passion pour l'écriture? Au départ, j'écrivais de la poésie parce que j'aimais beaucoup la poésie, surtout celle de Victor Hugo. Donc j'écrivais, j'inventais des textes. Alors là, j'avais
j'avais des idées plein la tête et je pouvais écrire et puis embellir les choses. Parce que je vivais à un endroit où c'était très différent de mes lectures. Donc j'avais absolument besoin d'écrire et j'écrivais en poésie, en vers, en toutes sortes. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai écrit L'Enfant du silence, quand il y a eu ces relents tout le temps des mêmes histoires qui me revenaient. Mais l'écriture en elle-même ne m'est pas venue à cause de ça. Et comment découvrez-vous votre univers littéraire à quelqu'un qui ne vous a jamais lu? Ben déjà, je lui dirais que c'est une thérapie, dans un premier temps, et puis que c'est aussi une forme de la voix de ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer. Dire aux autres qui ont vécu ce que j'ai vécu, qu'on peut en parler, qu'on peut aller mieux, on peut avancer. Alors je porte ce flambeau en éclairant le regard des autres, en disant, voilà, vous voyez, je me tiens devant vous, j'ai pas honte, j'ai plus peur, et j'ai de moins en moins mal. Donc, on peut tous s'en sortir. On peut essayer déjà. Et peut-être y arrivera-t-on. C'est ce que j'ai envie que les gens, quand ils lisent, bien sûr c'est douloureux ce qu'ils lisent, mais je leur dis ça s'est vraiment passé. Et c'est depuis que je l'ai écrit que j'avance. Et vous l'avez écrit il y a combien de temps maintenant? Alors je l'ai écrit il y a très longtemps, je l'ai détruit, réécrit, redétruit, réécrit, et jusqu'à ce qu'un jour, je voulais participer à une rencontre poétique, et le président de cette association, qui est de l'écritoire du poète, il s'appelle Alain Morinet, il m'a demandé de résumer qui j'étais. Alors moi, parler de moi, c'était très difficile. Alors je lui ai dit, vous allez dire que je suis Dominique Réjon, né le 14 octobre 1956. Il m'a dit, mais encore. Alors, je lui ai dit, mais c'est tout. Et comme il a insisté, je lui ai envoyé le dernier jet que j'avais du livre. Et là, il en a pris connaissance et il m'a dit, ça, je vais l'éditer. Et il m'a édité, il a édité les trois autres, il y en a un troisième à venir, gracieusement. J'avais prévu de vous poser une question, c'est très bien, on va en parler tout à l'heure. Oui. Alors, ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que vous avez un rituel d'écriture? C'est-à-dire, est-ce que vous préférez écrire le soir, le matin, à midi, ou le dimanche, devant le petit déjeuner? Est-ce que vous avez un rituel? Alors, je n'ai pas de rituel parce que ça foisonne. Là-haut, c'est tout le temps. Alors, j'aime bien maintenant la fonction de mon téléphone, parce que dans le métro, n'importe où, dans le train, partout où je me trouve, je suis toujours sur mon téléphone à écrire. Tout ce qui sort, j'écris. J'écris, j'ai besoin d'écrire. Donc j'écris, et quand j'écris de la poésie, je suis tous les jours en train d'écrire. Et le soir, en revanche, quand il fait silence, quand c'est la nuit, je repose les événements et j'arrive à écrire des textes qui me plaisent. Donc on l'a déjà dit, on l'aurait dit, ce dernier ouvrage, L'Enfant du silence, qu'on présente à l'antenne, est une œuvre autobiographique. Une œuvre autobiographique. Vous racontez votre jeunesse et ses déboires. Oh oui. Vous n'exagérez pas un peu? Vous ne faites pas dans le romantisme? C'est plutôt le dramatique. Mais non, je n'exagère justement pas, parce que c'est pour ça, c'est à cet effet que j'ai mis certains éléments factuels, tels que mon bulletin d'admission à l'orphelinat. J'avais 22 jours, ça on n'invente pas. Donc quand le lecteur prend connaissance de ce que je dis, et quand il tombe sur le bulletin d'admission, je ne l'ai pas inventé. Oui, c'est sûr. Donc, je voudrais bien lui dire que je suis venu, je suis né dans le chou ou dans la rose, mais ce n'était pas le cas. Et tout ce qui s'en est suivi, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc, je veux le dire, et je veux, en le disant, qu'on comprenne qui je suis. On me trouve des fois assez stricte, pas souriante, mais bon, je suis modelée par les événements de la vie. Est-ce que vous estimez que votre écriture a changé entre la fois où vous avez écrit le premier jet, puis celui-là, celui que nous avons? Oui. Vous avez pris de l'assurance? J'ai enlevé certaines choses. Parce que quand j'ai compris qu'un jour il aurait fallu l'éditer, je n'ai pas voulu, surtout pour mes enfants,
dire certaines horreurs qui se sont passées. Je les lisais et elles me blessaient toujours. Et je me disais, plus forte raison, quand eux, ils liront, je ne voulais pas qu'ils aient mal et que je renouvelle le cursus de douleur comme ça. Donc j'ai enlevé plusieurs parties. Écrémé, comme on dit. Voilà, j'ai écrémé le livre. Et en revanche, ces choses-là, dont je ne peux pas parler ni sur le livre, ni à l'antenne avec vous, j'en parlerai, j'arrive à les mettre en prose et à Les enfouir encore davantage alors? Non, je ne les enfouis pas. Je parle de souffrance sans les nommer. D'accord. Je les mets en vers, en prose. Je les dis. Je crache la souffrance. Je la hurle, mais je ne prononce pas et je ne dis pas les termes qu'il faudrait, volontairement. Dans le livre, je lis que vous avez été au cachot. Oui. C'est vrai ça? Mais oui. Mais comment est-ce possible? Mais il n'y Il n'y a pas de lanceur d'alerte, il n'y avait pas à l'époque des gens qui étaient sensibles à la douleur d'un enfant? Quelle douleur de quel enfant? Déjà, à 22 jours, lorsque l'enfant paraît, dit Victor Hugo, le cercle de famille applaudit à grands cris. Eh bien moi, 22 jours, on s'aperçoit de ma couleur de peau et je me retrouve à la rue avec ma mère. Alors, lanceur d'alerte, eh bien, elle a fini à l'hôpital psychiatrique et moi, 18 ans, elle à l'hôpital psychiatrique, 18 ans, moi, à l'orphelinat. Donc, pour vous dire que je n'ai absolument rien rajouté et ni maquillé, mais c'est la vérité. Malheureusement, le cachot, alors le cachot, c'était le dessous d'un escalier. Il y avait un escalier et il y avait une petite porte. Peut-être que des personnes peuvent ranger des objets, etc., mais c'était le cachot. Et lorsqu'effectivement j'étais trop turbulente ou j'avais fait quelques bêtises, mais oui, de mon âge, ben, je me retrouvais là. D'accord. Mais malgré toute cette souffrance, vous étiez bon élève? Oui, j'aimais l'école. Oui, j'aimais l'école parce vous dites d'ailleurs que la maîtresse voulait interroger la classe, personne ne savait, personne n'avait appris la leçon, mais vous saviez, et vous avez même rajouté. Oui, j'aimais l'école parce que c'était mon exutoire. Je pouvais m'évader. Quand je lisais un livre, j'étais dans l'endroit. Je n'avais jamais vu les Pyrénées, mais je savais. Quand je lisais Les Monts enneigés, j'y étais. Voilà, j'aimais l'école parce que ça me permettait aussi d'agrandir le champ de mes relations. Il y avait mes copines qui étaient de l'école, mais de l'extérieur, parce que toute la scolarité, la première tranche de scolarité se passait dans l'orphelinat. Donc je vivais qu'en vase clos. Alors que quand je suis allée au collège et autres, c'était merveilleux. J'avais plein d'autres copines, je voyais du monde, je pouvais marcher dehors, y aller à pied, revenir, c'était bien. Vous avez déjà rencontré vos lecteurs? Oui. Comment ça se passe? Alors, il arrive que, à la fin des rencontres littéraires, que des personnes viennent vers moi en me disant merci, en me disant que le fait de témoigner de ce qui m'est arrivé leur permet de croire qu'un jour elles iront mieux. Elles me disent que, c'est souvent des femmes qui me disent que c'est difficile encore à leur âge de continuer à souffrir et de se réveiller. Je leur confirme que je suis passée par là. Et que oui, un jour, pour aller mieux, il faut l'écrire. Il faut l'écrire et le relire. Et à force de le relire, on prend du recul, on s'en détache. On arrive à en parler. Alors, d'autres personnes me disent qu'il faudrait arrêter d'en parler. Je suis désolée. Ce flambeau, il faut que je le porte pour éclairer le regard des autres sur le fait que cette souffrance, à un moment donné, il faudra bien qu'elle s'arrête. Donc ces retours, vous les prenez comme des sources d'inspiration ou des remises en question, remises en cause? C'est des remerciements. C'est des remerciements uniquement? Des remerciements, parce que ça m'encourage en me disant, dans leur regard, je suis fière. Je n'avais pas l'impression d'avoir fait autant de bien. Mais quand elles me parlent, ça me fait du bien parce qu'on se retrouve mutuellement, les personnes, dans les mêmes souffrances, donc on se retrouve. Je retrouve dans leur regard ce que moi j'étais, quand je n'étais pas encore, j'avais pas encore sorti la tête de l'eau. Ce sont des remerciements, mais ça me fait du bien. Et vous leur donnez en retour des conseils également, les démarches à effectuer, la route à prendre? Non, je leur dis que on m'a conseillé souvent de me faire suivre. J'ai essayé.
J'ai essayé, je n'y suis pas trop parvenue, mais j'ai cette porte ouverte de la CISE, pas la CISE, la Civise. Cette porte ouverte de la Civise, ça a été salutaire. Parce que, en fait, je me suis retrouvée dans un endroit où il y avait tout le monde. Il y avait des avocats qui confessaient la même chose que moi. Il y avait des médecins. Il y avait monsieur, madame, tout le monde était là et souffrait de la même peine que moi. Donc je leur disais, malheureusement, on est nombreux à avoir ces mêmes blessures. Franchement, il faut pouvoir se dire, un jour accepter qu'on n'est pas responsable. Et la honte, qu'elle change ou pas de camp, ça n'est pas le sujet. Mais au moins, on s'en débarrasse. Où qu'elle aille, c'est pas notre problème. Mais nous, on pose les armes, on dépose les armes et on n'a plus honte. Je n'ai plus honte. Je ne suis pas responsable de ça. Mais j'ai longtemps eu honte. Mais c'est la Civise qui m'a fait prendre conscience que j'étais une victime. Vous aviez quel âge quand vous êtes rendu compte de ça? Il n'y a pas très longtemps, il y a à peine 5 ans. Oui, c'est tout frais. Oui, oui. Et là, j'y suis allée de ma plume avec La colère en partage. C'est là que j'ai écrit La colère en partage, parce qu'en fait, je veux juste que mes bourreaux... C'est pas la douleur en partage? La douleur en partage, mais il y a de la colère dedans, il y a énormément de colère. Je veux juste leur faire savoir que, voilà, ça s'est passé, il faut que vous le sachiez, même si c'est pas vous, vous êtes la génération suivante, mais voilà, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Quand vous écriviez L'enfant du silence, est-ce que vous avez connu, je ne sais pas si tous les auteurs le connaissent, mais ce qu'on appelle le phénomène de la page blanche? C'est-à-dire que vous n'avez pas d'inspiration, vous ne savez pas qu'est-ce qu'écrire ou comment écrire? Non. Ça venait d'un jet et puis il y en avait trop à dire. C'était dans le désordre. J'écrivais, et d'ailleurs, quand j'ai demandé à un moment donné, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus de le lire et il fallait que je corrige. Et notre ami Google, certaines de mes expressions ne passaient pas. Donc Google me corrigeait dans des choses que je ne comprenais moi-même pas. Donc j'ai dû prendre quelqu'un qui me relise et qui me corrige. Et elle a mis de l'ordre déjà. Elle a rassemblé des idées, elle les a mises ensemble. Elle m'a dit, c'est tout ce que je peux faire. Ça ressemble peut-être plus à rien, mais c'est tout ce que je peux faire. Je me suis basée sur son schéma et j'ai organisé, j'ai structuré le discours. Et puis, mais j'ai le phénomène de la page blanche, je n'ai pas connu encore. Hein. D'accord. Vous avez beaucoup de choses à dire. Ah, on est nombreux là-dedans. Hein. Ouais. Donc, en parlant de beaucoup de choses, donc il y a encore, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a encore un ouvrage en préparation? Oui. Il parlera aussi de votre jeunesse ou bien? Alors, qui parlera de ma vie antillaise, qui parlera de certaines souffrances quand je viens aux Antilles et quand j'entends les mouvements, j'entends les colères, j'entends les événements. Je suis martiniquaise. Donc ça a une résonance en moi aussi. Et à ce titre-là, peut-être est-ce un lien direct ou indirect, j'en sais rien, mais là où j'ai vécu, nous étions extrêmement pauvres. Nous avions la chance d'avoir des religieuses qui étaient motivées par leur humanité, mais la pauvreté était extrême. Et je me dis que quand j'entends les choses d'aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on a changé d'époque. La pauvreté dont on parle aujourd'hui, on en parlait hier. Enfin, on la vivait hier. Donc, ma plume me permet maintenant de creuser et je parle de l'origine de l'esclavage. Je parle de certains événements culturels. Et je voudrais qu'un jour, on soit en paix. Qu'on arrive à un niveau où on puisse se dire, ça s'est passé, et on voudrait vivre en paix. Mais pour cela, alors peut-être que c'est un leurre, et je dis que peut-être qu'il faudrait aussi que ça soit écrit. Que les faits ne sont pas écrits. Quand je parle en métropole de certaines choses, les gens me regardent en me disant, mais non. Je leur dis, mais documentez-vous. C'est pas pour chercher la bagarre, la discorde, mais ça s'est passé. Mais ils ne demandent qu'à savoir. Mais ça n'est écrit nulle part. Et j'écris maintenant, ma plume, elle est de plus en plus orientée. Comment vous avez fait pour cacher à vos enfants pendant longtemps cette période douloureuse de votre vie? Parce que j'avais honte.
Oui, mais on peut avoir honte et quand même, ce sont vos enfants, quoi. Ils sont à mieux à comprendre. Ah non, on veut justement pas qu'ils sachent, c'est trop douloureux. Comment on peut dire à sa fille qu'on a été violée à 4 ans? Comment on peut dire ça? On ne peut pas dire ça. Et jusqu'à présent, vous ne l'avez pas dit? Je ne lui ai pas dit. Mais je le sais. Ah ben, il y a au moins 100 exemplaires à la maison. Oui, c'est ça. Et pour l'instant, elle est à Paris et moi je suis ici depuis 2 mois. Alors figurez-vous que ils l'ont lu. Hein. Oui. Mais je n'arrive pas à le dire. Vous pensez, je ne sais pas, hein, vous pensez que le jour où vous pourrez leur dire, votre vie va changer? Ou il y a quelque chose qui va changer, qui va... J'aurais voulu leur dire et j'aurais aimé lire dans leur regard que je ne leur fais pas mal. Mais ils ont mal. Parce que 4 ans, on est bébé. Mais on peut être fier après de sa maman qui a su exorciser ces moments difficiles. Je pense que mon fils a déjà lu le livre. Parce que depuis la sortie du livre, il était déjà très proche de moi. Il s'est encore rapproché de vous. Et je trouve la démarche différente. Il est déjà très respectueux. Hein. Oui. Je suis tellement fière d'eux que je ne pourrais vous dire que du bien. Hein. Heureusement. Oui. Tant bien. Mais si vous voulez, dans son regard, je me sens plus grande. Oui, donc vous avez accompli une des missions sans doute hein? Je pense. Mais je n'ai pas su prononcer les mots. Oui. Et c'est passé par là, je pense. Et est-ce que, là, vous savez qu'il a sans doute lu le livre, est-ce que vous envisagez, vous pensez qu'un jour vous allez vous arrêter tous les deux, peut-être tous les trois, pour en parler? C'est possible. Vous imaginez ce moment? J'en ai peur, mais... Pourquoi avez-vous peur? Je sais. Il y a quelque chose, vous savez, il y a quelque chose où on n'arrive pas à se départir. Il y a une telle grosse souffrance, mais ça vous prend dans la poitrine et puis vous vous repliez et il y a quelque chose qui fait mal. Parce que vous avez réussi à dire ça à des milliers d'étrangers. J'ai l'impression d'entendre mon éditeur. Oui. Il me dit exactement la même chose. Il me dit, mais il faudrait. Je lui dis, mais ça viendra, certainement. Je le souhaite pour vous, parce que vous n'êtes pas fautive, hein, vous êtes victime. Oui. Et on devrait vous écouter avec beaucoup plus d'attention. Vous comprenez? Parlons un peu de vos influences littéraires. Comment vous avez des auteurs qui vous ont inspiré? Énormément Victor Hugo. Hein. Oui. Énormément. Parce que j'avais un livre, c'était Victor Hugo. Oui. Et puis je m'interrogeais, parce que l'orphelinat a été fait de telle manière que nous avions un gros bâtiment avec une galerie, nous appelions ça la galerie, ça nous menait au dortoir et au réfectoire. Il y avait la cour et il y avait le préau. Et quand j'avais mes interrogations, mes grosses souffrances, où je ne comprenais pas pourquoi on ne me comprenait pas, je ne comprenais pas pourquoi j'étais là, mais en même temps je ne voulais être que là. Je ne comprenais pas. Dans mes lectures, je comparais et je voyais que Victor Hugo parlait de choses qui ressemblaient à ma vie. Et je me disais, mais il est où ce monsieur-là qui sait tout, mais il ne fait rien pour m'en sortir? Pourtant, il sait. Et j'ai eu cette nostalgie, cette tristesse de Victor Hugo. Je pense que certains de mes textes, quand je les écris, des fois, je garde la trame de Victor Hugo et je pose mes mots. Je garde tout à fait sa trame. Il parle de quelque chose et moi, je parle de ma vie avec le même texte, mais avec mes mots. Et je mets l'amène de vie à la place de celle dont il parle. Ça fait du bien quand même de savoir qu'on peut se confier à quelqu'un qui a... Oui, oui. Qu'on peut lui dire tout ce qu'on ne peut pas dire aux personnes présentes. Si vous deviez résumer votre démarche artistique en une phrase, ce serait laquelle? Témoignage. C'est magnifique. C'est un grand mot, c'est un beau mot dans votre cas. Merci. Vous avez d'autres choses encore à dire aux gens? Vous avez gardé des choses qui sont encore enfouies au plus profond et que vous avez encore beaucoup de mal à écrire? Oui, que je n'écrirai certainement jamais, mais... Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour ça que je vous repose la question, mais... Oui, juste... Même après cette émission de télévision, vous resterez silencieuse? Oui, c'est pas beau. Et si on vous pose des questions? Je dirais juste c'est pas beau. C'est pas beau. Il n'y a pas de nécessité à le dire. C'est pas beau. Parce que, en même temps, j'ai le sentiment qu'en le disant, je renouvelle l'acte de ceux qui les ont commis.
Donc je trouve que c'est pas nécessaire Pourquoi de vous ne faire pensez mal. pas le contraire, que vous vous éloignez, que vous faites partir En faisant partir, je dis juste c'est pas beau. Il y a des gens qui sont capables de faire des choses graves et pas belles du tout. Et vaut mieux ne pas être à leur place. Elles sont à plaindre, ces personnes-là. Votre rapport à l'écriture, est-ce que c'est structuré, donc instinctif, ou Instinctif. Alors, une personne m'a fait remarquer que ce n'était pas très littéraire, l'enfant du silence. Alors, je lui ai dit que c'était l'enfant du silence qui parlait. Parce que quand j'ai écrit l'enfant du silence, c'est vraiment... C'est pour ça que je l'ai déchiré à plusieurs reprises. Parce que quand je le relisais, je retrouvais Christiane. Parce que je m'appelle Dominique Marie Christiane. Et à l'orphelinat, on m'appelait Christiane. Donc, c'était Christiane. Donc, quand je relisais, c'était Christiane. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est bien de ça dont je veux parler. Donc, pourquoi ne pas le dire et le laisser tel quel? Je n'ai pas cherché à faire ni des grandes phrases, ni rien du tout. Je voulais parler de ce qui s'était passé. Et j'en ai parlé. Vous avez parlé tout à l'heure de votre rapport avec la poésie. Vous aimez beaucoup la poésie. Est-ce que, quand vous écrivez, vous écoutez écrire? C'est-à-dire que vous mettez de la musicalité ou bien... Oui, beaucoup. Dans La douleur en partage, j'ai écrit un texte où je m'y mets do, ré, mi, la, la. Je mets les notes parce que quand je l'écris, je chante. Donc, tout au long que j'écris, alors je mets de la, do, ré, mi, la, et je mets quelques notes de musique que j'écris et que je laisse dans le texte. Quand on a commencé l'émission, je vous ai posé la question, qui est Dominique Réjon? Vous m'avez dit j'ai dû vous tirer les verres du nez. Là, maintenant, nous sommes presque amis. Et si je vous repose la question, est-ce que vous ajouterez des choses? Oui. Je pourrais vous dire que Dominique Réjon, c'est la fille de Simone Réjon. Mon héroïne à moi. Ma maman. Mère, oui. Ma maman. Et vous lui rendez hommage dans la dernière de couverture, d'ailleurs. Oui. Hein? Je suis tellement fière d'être sa fille. Elle m'a tracé la route. Mais elle n'a pas su vous protéger à une époque de sa vie? Mais elle n'a pas pu. Elle n'était pas dans les bonnes conditions, elle ne faisait que désobéir. Comme moi, je suis sa digne héritière. Je suis désobéissante. Hein. Je n'obéis pas. Hein. Et je suis comme ma mère. Et je suis fière d'elle. Elle m'a tracé la route et je suis dans ses pas. Je marche dans ses pas. Il y a un peu de votre papa aussi. Forcément, comment elle aurait fait pour avoir cet enfant. Mais bon, mon papa, on peut avoir des fois un papa et un géniteur. Oui. Mais je pense qu'ils se sont aimés. En tout cas, vous parlez de tous les deux. Hein? Oui, je l'ai connu, j'avais 11 ans. Mais Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de lui? Je l'ai vu quelques fois. Je n'ai pas grandi avec lui. Donc, je m'étais inventé un papa. Alors, j'avais Victor Hugo. Et puis, en face de l'orphelinat, il y avait une auto-école. Et j'avais décidé que ce monsieur-là, c'était mon papa. D'accord. Les enfants, vous avez tellement besoin d'un papa que vous l'inventez. Il était là, il rentrait tous les jours, alors de ma persienne, je le voyais, et j'étais contente. Ça me suffisait. Et puis quand je l'ai connu, en fait, il ressemblait pas du tout à celui-là, alors je m'étais un peu braquée. Et il voulait que je l'appelle papa, je lui ai dit non, que j'avais pas de papa. D'autant que la personne qui m'a violée à l'âge de 4 ans jusque pendant 5 ans, il fallait que je l'appelle papa aussi. Donc papa avait une certaine résonance, hein. Donc quand il m'a dit je suis ton papa, tu devras m'appeler papa, je lui ai dit non, je vous appellerai monsieur, et je le vous voyais. C'était le premier acte de résistance? Oui. Il y en a eu d'autres? Oui, parce que quand j'ai dû quitter l'orphelinat, j'avais pas où aller, et il m'a dit que je devrais venir habiter chez lui, je lui ai dit non. J'avais pas où aller. J'étais à la rue. Hein. Comment vous avez fait? Alors quelqu'un m'a envoyé un billet d'avion, je suis allée, c'est la filleule de ma maman qui m'a envoyé un billet d'avion, je suis arrivée à Bordeaux et j'ai eu une deuxième misère, mais j'étais déjà rompue et j'avais quelques réserves. Donc... Quand vous dites rompue, brisée ou bien... Habituée. Habituée, d'accord. Habituée. Les coups, les refus, le nez pincé en me regardant, je connaissais. Ça me faisait ni chaud ni froid.
J'étais endurcie. La misère, elle était différente. Et puis, il y a eu des personnes généreuses qui ne me connaissaient pas, tout à fait différentes. C'était que des Bordelais qui m'ont tendu des mains secourables, qui m'ont aidé, un pharmacien que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, tous les jours. Enfin, chaque fois que je passais devant sa pharmacie, il me donnait des petites poches avec des nécessaires de toilette, des protections hygiéniques, voilà, je ne le connaissais pas. La boulangère qui en avait marre de me voir prendre dans sa poubelle, elle me tendait des sandwichs, elle m'invitait à venir manger chez elle. Il y a bonnes personnes. de très belles personnes. Vous avez... Alors, je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que vous êtes heureuse? Oui. C'est une bonne chose? Ah oui. Après avoir connu le côté noir, le côté pain noir de la vie, vous connaissez maintenant le côté pain blanc? Alors, il y a une chose que je vais vous dire. Le pain noir m'a laissé... Je ne peux pas manger de pain blanc. Parce qu'il y a ce petit goût grillé qui n'est pas désagréable. Parce que je pense que quand on n'a pas connu le pain noir, je crois qu'on apprécie beaucoup moins le pain blanc. Donc, je dis à la vie merci. Je suis passée par là parce qu'il fallait que j'y passe. Et puis maintenant, je suis plus forte de tous ces désagréments. Vous savez, quand on vous entend, quand on vous écoute parler, je voudrais savoir si vous pensez, avec humilité, que les mots ont un pouvoir. Un énorme pouvoir. Parce que, déjà, dire merci, déjà d'être devant vous, d'être ici à KMT, et vous dire merci. Parce que vous pensez recevoir Dominique Région. Vous recevez en fait toutes mes sœurs de l'orphelinat qui m'entendent, qui me verront et qui vont se dire, voilà, nous voilà. On a jeté un autre regard sur nous. Les religieuses qui m'ont élevée me verront. À elles, je dis merci. Merci de s'être levée tous les matins. Et avec toutes les turbulences que nous représentions, elles ont toujours été là. Donc les mots ont un immense pouvoir et le pouvoir de pouvoir dire merci. Merci d'avoir été là pour nous. Merci de nous avoir conduits pas à pas. Et merci pour tout ça. Comment voyez-vous le rôle de la littérature dans la société actuelle? La littérature, je trouve dommage, mais ça n'engage que moi. Hein. Je trouve dommage, je trouve que les jeunes s'éloignent de plus en plus. Peut-être est-ce la faute aux écrans. Peut-être le fait de dire que c'est de leur époque et qu'ils sont sur les écrans, mais les écrans ne les aident pas plus dans la littérature, alors que la littérature leur permettrait de comparer les époques, de savoir ce qui s'était passé, comment ça se passait, et trouver un équilibre à ce qu'ils doivent construire. Donc vous croyez encore à la littérature? La littérature est indispensable. Et pourtant, vous savez, il y a de grands écrivains qui ont écrit, qui ont témoigné, et pourtant on revoit les mêmes erreurs qui sont commises aujourd'hui. Ça veut dire que, je veux dire par là qu'il y a sans doute d'autres enfants en ce moment même qui connaissent les mêmes affres que vous avez connues par le passé. Le côté obscur de l'être humain ne dépend ni de vous ni de moi. Un peu quand même de vous, puisque vous me dites que vous avez des rencontres avec des gens qui vous disent merci aussi. Et j'ai travaillé pendant 30 ans à l'animation de centres de loisirs. Les enfants... Vous saviez repérer les enfants en souffrance? Ah oui. Et au début, ça me gênait. Ça me gênait parce que je disais, pourquoi il n'y a que moi qui les vois? C'est la vie, ça. Voilà. Pourquoi c'est moi? J'ai d'ailleurs dû donner mon témoignage dans une affaire qui a concerné la ville dans laquelle j'habite, que je ne nommerai pas. Et pourquoi moi? Eh bien, c'est souvent ça. Parce que c'était vous. Mais parce que vous avez une mission à accomplir. On dirait qu'on a un chemin de vie et qu'on ne peut pas s'y écarter. Hein. On ne peut pas s'en éloigner. Mais en revanche, tous les enfants, du plus sage au plus turbulent, tout ce que j'ai encadré, aujourd'hui, malgré ma rigueur, parce que j'étais très, très, très stricte, c'est comme ça qu'on m'a éduqué, ils me disent merci. Ils me disent heureusement que tu as été comme ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout ce que nous voyons et que nous déplorons,
les jeunes ont une manière aussi d'appeler au secours. Hein. Oui, c'est sûr. Ce sont des appels au secours, hein, parce que quand ils ne savent pas gérer la liberté, c'est pas plus les jeunes que nous, parce que quand on se retrouve libre de pouvoir faire tout ce qu'on veut, on peut faire n'importe quoi. Alors que quand on a des cadres, peut-être est-ce qu'on en a besoin, et s'il n'y en a pas suffisamment, les dérives guettent. Qu'est-ce que vous préférez qu'on dise de vous? Vous êtes autrice ou bien écrivaine? Ah, vous préférez le masculin, qu'on mette l'autrice? Je trouve que... Auteur, c'est mieux. Auteur, D'accord. Auteur, écrivain. Ça ne m'importe peu. Je n'ai pas... J'écris. Ça fait quoi quand vous voyez écrit sur un flyer ou bien sur une annonce qu'on reçoit ce soir ou demain, d'après-demain, Dominique Réjon, auteur? C'est peut-être enfantin ce que je vais vous dire, mais je me dis, de là-haut, ma maman va le voir. Mais oui, possible. Les religieuses vont savoir. Toutes mes copines sauront qu'elles ont écrit. Ma plume, c'est pas que la mienne. C'est le témoignage de tous. Vous êtes retourné à l'orphelinat? Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Quel échange vous avez eu? Il n'est plus occupé, ce bâtiment. Il est planté là, comme ça, au beau milieu de Fort-de-France. Et j'aimerais justement, je voudrais vraiment construire un projet qui permette d'attirer l'attention et de se souvenir qu'il y a eu des vies qui sont passées par là, des centaines de vies. Et des centaines de drames aussi. Et des centaines de drames. Et que les enfants d'aujourd'hui aient des éléments de comparaison. Parce que des personnes qui ont vécu ce que moi j'ai vécu, il faut que les enfants sachent que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. On ne peut pas faire n'importe quoi. N'importe quoi mène à des drames aussi. Les vies qui s'en vont comme ça sans aucune explication, on n'a pas le droit de faire ça. On est des êtres humains, on a la possibilité de se recentrer et de s'interroger sur ses actes, ses propres actes. Donc ce bâtiment a encadré et nous a vu grandir, nous a vu pleurer et nous a vu rire aussi. Nous avions la cour, le préau et la galerie, nous avons joué. Nous n'avions que les cailloux de la cour. Mais c'est pas grave. Nous ne connaissions que ça. Et nous ne nous en plaignons pas. Les enfants d'aujourd'hui ont presque tout ce qu'ils veulent. Et ils arrivent à des dimensions qui poussent au drame. Je voudrais que ce bâtiment, pas qu'on le réhabilite, qu'on le laisse en l'état, mais les touristes qui viennent, ils savent ce que c'est ce bâtiment. On leur montre tout ce qu'on veut leur montrer. Ils savent que des vies sont passées par là. Nous sommes qui? Nous existons. Je voudrais vraiment qu'on attire l'attention sur ce bâtiment et qu'on dise, voilà, une partie de la population est passée par là. Nous avons fait ce que nous avons pu, c'était l'après-guerre. C'est ici que vivaient ceux qui n'avaient pas de parents, qui n'en avaient plus, dont les parents ne pouvaient pas s'occuper. Parce qu'on ne peut pas nous effacer comme ça de l'histoire de la Martinique. Nous en faisons partie. Vous avez des souvenirs heureux de votre enfance? Oui. Racontez-moi quelque chose. Je vais vous raconter Noël, puisqu'on approche. Noël avait une autre dimension. Alors, à Noël, la nativité, c'était très spirituel. Déjà, il fallait qu'on nettoie partout. Alors qu'on nettoyait tous les jours. Il fallait qu'on nettoie autrement, que tout soit très propre. Le grand nettoyage de fin d'année. Le grand nettoyage. Et puis, nous montions, nous lavions, et nous montions dans les dortoirs, mais il fallait nous entendre, il ne fallait pas qu'on parle. Alors nous chuchotions, parce que nous savions que quand nous serions dans la chapelle, parce que quand à minuit, juste un peu avant minuit, nous enfilions nos tenues, et nous arrivions dans la chapelle qui était dans le noir, et la crèche s'allumait. Et
sur l'harmonium, il y avait celui qui allait chanter, qui allait faire papa, papa, ta, et on chantait, on entonnait Il est minuit au prodige, au mystère. Mais c'est merveilleux. Nous étions à la messe de minuit et quand nous en revenions, nous racontions toujours la même histoire. Ah, tu as vu, quand on est arrivé, tu as vu la crèche, comme elle a éclairé la chapelle. Nous n'avions que ça à raconter, mais c'était le merveilleux. Et puis, nous sortions, on nous offrait une tasse de chocolat noir et un petit paquet de biscuits Girard. C'était ça, notre Noël. Il était beau. C'était merveilleux. C'était tout. Mais c'était plein de ça. La nativité, c'était ça. Le sens qu'on donnait à cet instant de Noël. Donc, vous croyez en Dieu? Je crois en l'univers. Donc, vous croyez est-ce que cet univers a été créé par un être supérieur? C'est fort possible. Mais vous savez, je vous posais cette question parce que je pensais que vous m'auriez dit non, parce que comment peut-on être Dieu et accepter des souffrances comme ça pour les enfants? Alors, c'est la question que j'ai souvent posée aux prêtres quand on m'envoyait à confesse. Ils me disaient, tu dois dire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mon Père, bénissez-moi parce que j'ai péché. Je lui dis, moi, j'ai pas péché. J'ai pas péché, pourquoi je suis là? Il me dit souvent, allez, petite fille, tu sors de là, arrête, tu t'en vas, tu vas être possédée. Je lui disais, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je ne suis pas avec ma maman? J'aurais aimé être ailleurs. Et je disais, mais il est où? Il est derrière les nuages? Il est caché où? Et aujourd'hui, vous ne demandez pas à le rencontrer, vous ne savez pas où il habite, vous ne savez pas... Je sais une chose, Jean Gabin disait, on ne sait jamais. Mais moi, je sais que dès lors que pendant toutes mes lectures, j'ai bien compris que pour être affranchi, il fallait aller voir le prêtre, j'ai du mal. Donc vous êtes un peu fâché avec la religion? J'ai du mal. J'ai du mal. Avant d'avoir ces connaissances-là, je le remerciais pour les belles choses, même pour les pires, parce que je lui demandais de me laisser dormir un petit peu, de m'aider à dormir. Mais depuis que j'ai bien compris certaines choses, ça passe différemment quand même. En cette journée consacrée à la violence faite aux femmes, c'est une journée contre la violence faite aux femmes, est-ce que vous pensez qu'il faut graduer? Est-ce qu'un enfant souffre davantage qu'une femme battue? Alors, je n'aurais pas dit qu'une femme battue ni un enfant battu souffrent différemment. Un homme battu, un homme qui souffre, la souffrance, cette souffrance-là, il faut que les êtres humains apprennent à la réguler autrement que physiquement. Quand on n'en peut plus, quand on souffre, on va se faire suivre, on va se confier à des spécialistes. On ne tape pas sur l'autre parce qu'on est le plus fort. Et ce n'est pas plus la femme, l'enfant ou l'homme. C'est l'être humain qui doit savoir réguler ses émotions. Je suis fâché, alors je te mets un coup de poing dans la figure. Non, ça ne réglera pas le problème. C'est qu'à court d'arguments, on tape. Taper ne sert à rien. Cette violence physique, on achète un punching ball, on va dans une salle de sport, on va contre un manguier et on tape dans le manguier. Là, ça va faire mal au poing, on ne va pas taper deux fois. Donc, taper sur les gens, c'est un acte de faiblesse. Insulter les gens, c'est un acte de faiblesse. Parce que l'individu masculin tape avec la force de ses muscles sur une femme et on déplore le résultat. Mais en tant que femme, on peut taper avec des mots. Ça ne va pas défigurer, mais ça va blesser de la même manière. Donc les violences n'ont pas leur place dans la société. C'est de la violence même, c'est contre la violence qu'il faut qu'on se batte. Et pas qu'on identifie qui la supporte, c'est juste faire savoir au commun des mortels qu'on peut avoir de l'agressivité en soi. Il faut éviter de la faire supporter par ceux qui sont en face. Aussi bien les enfants, les femmes, que les hommes qui souffrent aussi. Moi, j'ai mis au monde 2 enfants de sexe différents, donc je défends les 2. Il n'y a pas plus violent, l'un ne peut pas être plus violent que l'autre. Les mots peuvent faire très mal.
Tout à l'heure, nous avons parlé d'un moment heureux de l'orphelinat, hein, cette illumination de la crèche. Et en termes de douloureux souvenirs, vous avez quelque chose à nous raconter? Parmi tous les mauvais, parce qu'il y en a eu plusieurs. Beaucoup. De l'orphelinat même, c'est un moment qui était douloureux, mais qui était indépendant de quiconque. Il y a eu une petite d'entre nous qui n'était plus à l'orphelinat et qui a été tuée dans un accident de voiture. Et je n'avais jamais connu la mort. D'accord. Je ne savais pas ce que c'était. Je lisais la mort, mais bon, c'était subjectif. Et nous sommes allés à l'église de Redoute. On nous a dit qu'on allait dire un dernier au revoir à Francine. Et comme j'aimais beaucoup Francine, eh bien, j'étais contente de pouvoir la revoir. Et arrivé devant l'église, dans l'église, j'ai vu une petite caisse au beau milieu, là, devant l'autel. Et je cherchais Francine. Et j'ai demandé à ma copine d'à côté, mais elle est où Francine? Et elle m'a dit là. Je lui dis où? Elle me dit dans la caisse. Je dis mais non. Elle peut être dans la caisse est fermée. Oui, elle est dans la caisse parce qu'elle est morte. Alors je lui dis, elle ne va pas sortir de la caisse. Alors on m'a expliqué que non. Elle m'a dit non, elle est morte. Et puis tais-toi. Et je suis partie dans une crise de fou rire. D'accord. Parce que j'ai crié d'abord et puis ensuite ça s'est transformé en rire. Et ça, c'est la chose la plus douloureuse que j'ai vécue à l'orphelinat. Je comprends. Il y a eu d'autres événements où il y a des grandes qui me noyaient dans un bassin d'eau. Il y avait un bassin de rétention d'eau de pluie. Les religieuses, par sécurité, faisaient toujours comme n'importe quelle personne qui voudrait ne pas souffrir du manque d'eau. Il y avait 2 bassins de rétention d'eau. Et la nuit, certaines nuits où les religieuses allaient au vêpres à la cathédrale, les grandes qui étaient là me plongeaient dans le bassin. Et elle me plongeait et je me débattais. Quand je ressortais de côté, quelqu'un d'autre me replongeait et ainsi de suite. Ça aussi, c'est quelque chose qui me réveille encore. Je me réveille la nuit en sursaut et je veux sortir du bassin. Ce sont ces 2 événements les plus douloureux que j'ai vécus à l'orphelinat. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans la littérature? Avant de répondre à votre question, je pense que l'année prochaine, je serai invitée à faire des ateliers d'écriture avec des élèves qui ont vu mes textes. Alors, ce que je leur dirais, de se lancer à corps perdu, de prendre une quantité astronomique de papier et d'écrire tout ce qu'ils veulent écrire, quel que soit ce qu'ils ont envie d'écrire, papa, maman, la chaise, tout ce qu'ils veulent. Mais s'il fait beau aujourd'hui, d'écrire qu'il fait beau aujourd'hui et ce qu'ils voient, comment les feuilles luisent au soleil et comment l'asphalte est coloré, à quelle vitesse on les voit tout, et les bruits qu'on entend, et les bruits qui deviennent des bruits familiers, je leur dirais écrivez. Écrivez parce que ça nous grandit. Ça nous grandit d'écrire. Quand on se relit, on voit de quoi on est capable. Et ce qu'on peut laisser comme trace de notre passage sur cette terre. Il faut écrire. Après l'enfant du silence, vous avez grandi? Vous êtes plus grande? Ah oui. Plus forte? Ah oui, je suis grande, forte et fière de représenter les miens. Je suis très fière. Vous avez encore beaucoup de choses à dire sur cette période de votre vie ou bien vous avez presque tout dit dans l'ouvrage? J'ai envie d'écrire encore sur mon enfance, mais de tous les moments joyeux. De tous les moments où j'ai joué aux osselets mais avec des cailloux et où ça m'écorchait les doigts. J'ai envie de jouer à la marelle. On jouait à la marelle, on jouait à tous les jeux d'enfants. Et j'ai envie de parler de cette partie aussi qui était simple, humble, et de leur faire savoir qu'on n'a pas besoin de tout ce fatras autour de soi pour être heureux. Vous vous souvenez de votre première amourette? Oh oui. Alors, ça doit être drôle puisque vous riez. Oh oui. On s'était inventé des choses. J'étais persuadée, j'aimais un garçon, on allait au Carbet en vacances, dans l'école du Carbet, et puis tout le monde avait un fiancé, moi j'en avais pas.
Je les regardais, elles les racontaient tous les jours et toutes leurs histoires. Et moi, j'en avais toujours pas. Mais il y a un garçon qui me regardait au loin, mais moi aussi, je l'avais vu. Et puis un jour, il a demandé à une copine que je vienne lui parler. Alors il y avait le grillage qui nous séparait. Et puis je le regardais, j'avais rien à lui dire. Et lui non plus, il me regardait. Et puis un jour, il m'a dit, j'ai envie de t'embrasser. Vous aviez quel âge? Je devais avoir 10 ans. D'accord. Il m'a dit, je voudrais t'embrasser. Je lui ai dit, ah non, je suis trop jeune pour avoir un bébé. Et oui, c'est drôle, c'est vrai. Et il m'a dit, mais on n'a pas des bébés comme ça. Je dis, si, c'est comme ça qu'on fait les bébés. Hein. Si on s'embrasse sur la bouche, on aura des bébés. Alors je suis trop petite. C'est pas encore le temps. Vous saviez vous défendre, Maurice. Je voudrais, parce que bientôt on va approcher de l'heure là, Dominique Réjean, dans votre nom il y a un accent. Oui. Vous l'avez déplacé. Comment vous est venue cette idée? Comment vous l'avez déplacé pour que ça se transforme en larmes, dans les larmes d'une petite fille, celle que vous avez été? Voilà, j'ai voulu signifier que l'enfant du silence a pleuré quand même des larmes de sang. Parce que non seulement j'ai souffert physiquement, psychologiquement, et il fallait en plus que je taise ce qui m'était arrivé, parce qu'il y avait la menace de tuer ma mère. Donc, c'était une torture et des larmes silencieuses sans jamais pouvoir me confier. Je peux dire que j'ai pleuré des larmes de sang. D'accord. Vous nous avez dit que vous quittez la Martinique vendredi, c'est ça? Vendredi, samedi. Est-ce que vous avez prévu, avant ça, de rencontrer encore une fois de vos lecteurs? Ça ne sera plus possible parce que, comme vous m'avez vu arriver 2 valises en main, je suis un petit peu nomade à la Martinique et je n'aurai pas le temps. Et j'aime bien me consacrer à mes lecteurs quand je fais mes rencontres. Donc l'année prochaine, je serai de retour et j'ai déjà quelques rendez-vous dans des communes que j'ai contactées, d'autres qui m'ignorent encore. Elles ont peut-être d'autres projets et certaines qui ont accepté. Donc l'année prochaine, je serai là pour d'autres rencontres. Je souhaiterais que vous disiez encore un petit mot pour votre éditeur qui a accepté de vous publier gracieusement. Hein. Alain Morinet, exceptionnel. Il est exceptionnel. Il m'avait demandé donc de me présenter en quelques lignes. Je lui ai envoyé le film par clé USB et il a accepté de m'éditer gracieusement. Je n'ai que l'impression à faire. Et tous les autres qui ont suivi sont exactement dans le même système. Il considère que la littérature doit se connaître et il édite toutes les personnes qui se présentent et qui ont besoin de son aide. Il le fait gracieusement, généreusement. Un grand bravo à lui. Ah oui, merci. Je tenais à le remercier. Pour ce qu'il fait, je tenais absolument à le remercier. Parfait. Vous avez l'impression d'avoir tout dit ou bien vous avez encore des choses à ajouter? Je voulais dire merci à toutes les personnes que j'ai oubliées. Je voulais dire merci à toutes celles qui m'ont fait du bien et à toutes celles qui m'ont fait pleurer. Merci. Et moi, je vous dis merci d'être venu à KMT. Merci à vous. Bonne fin de journée. À bientôt. Vous aussi. Voilà, c'est bon. Merci. Ça a été.